Nous avons donc les images et on va faire rapidement une fusion dans Photoshop, c'est-à-dire que je vais donc dans Photoshop et je vais ouvrir les deux images éventuellement en même temps, fichier ouvrir, les chercher là où elles sont. Donc avec la touche majuscule, je les active et ouvrir. Elles arrivent toutes les deux dans la même fenêtre sous forme d'onglet. Et je vais voir un peu la dimension de la montagne par rapport au loup. Ça, c'est important. Parce qu'il ne faudrait pas que quand j'amène le loup ici dans la montagne, je doive le réduire trop. Ça diminuerait sa qualité. Il faut que l'image de la montagne contienne assez de pixels pour que je ne doive pas réduire le loup quand je l'amène dedans. Ça, c'est important. Donc, on vérifie le nombre de pixels de l'image de la montagne. Non, justement, il ne faut jamais devoir rétrécir des éléments. Le décor est le maillon faible dans le travail Photoshop. Si tu pars d'un décor qui ne contient pas assez de pixels et que tous les éléments que tu amènes dedans, tu dois les réduire, ça veut dire que le décor a contaminé tout le travail. Donc il vaut mieux multiplier. Et dans Photoshop CC, il y a une technique pour multiplier intelligemment les pixels. On peut même enlever les compressions JPEG. C'est nouveau dans Photoshop CC. On peut agrandir les images. Non, mais justement, on peut agrandir Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir des images avec énormément de pixels au départ et de ne pas devoir réagrandir le décor. Pas devoir multiplier les pixels du décor, mais surtout, à éviter absolument, c'est diminuer les éléments qu'on met dans le décor. Ok, donc pour les non-concordances de profil, on en a parlé hier, mais comme tu n'étais pas là, je vais le redire. Il faut aller dans le menu Édition, Édition couleur, vas-y. Dans Photoshop, menu Édition couleur. Et ici, à la place de espace de travail Moniteur, tu vas indiquer Adobe RGB. Ensuite, tu vas décocher toutes les cases ici. Voilà. Et tu peux même mettre conserver les profils incorporés. Voilà. Comme ça, les images vont s'ouvrir avec leur profil. Elles ne vont pas être converties vers l'Adobe RGB. Et tu n'auras plus les messages de non-concordance des profils. Voilà. Il faut qu'il soit plus grand. Alors on a 3800 sur 2500 ici, et pour le loup ici, 1400 sur 1000, donc il n'y a aucun problème là. Il n'y a aucun problème, le décor est assez grand. De toute façon, on peut tester, on peut faire le test visuellement. Hein. On peut superposer le loup au décor et on verra directement. Hein. Donc voilà, on va le faire là directement. On va prendre l'outil de déplacement. Parce que oui, on peut importer une image qui est sur le disque dur et l'amener dans une autre image, mais on peut aussi, avec des images qui sont ouvertes ensemble dans Photoshop, les transférer l'une dans l'autre. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on prend l'outil de déplacement et on va cliquer, glisser. Alors, il y a une astuce, hein, je vous montre. Je clique et je glisse l'image du loup. Je le glisse sur l'onglet ici. Puis, c'est pas tout. Il faut que je redescende sur l'image. Et voilà, c'est transféré. Ok, donc là, il n'y a pas de problème, le décor contient assez de pixels. On n'a pas besoin de le multiplier. Mais on va faire le test après, parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe quand on a un décor qu'on doit absolument utiliser. Et il ne faudrait pas que tout ce qu'on amène dedans, on doive le réduire parce que le décor est petit. Donc ça, c'est ce qu'on va voir juste après, c'est intéressant. Ok, donc là on a obtenu un calque, on est d'accord. Hein. Dans la palette des calques, nous avons transféré la totalité de l'image du loup sur un calque. Ok. Bon, ce qui serait peut-être intéressant déjà, ce serait que la couleur, ici je vais passer en plein écran déjà, touche F. Touche F pour passer plein écran parce que j'ai plus besoin de m'occuper de l'autre image du loup qui est derrière et qui ne me sert plus. C'est l'image sur le calque maintenant que j'utilise. Alors je disais, ce qui serait intéressant, ce serait peut-être de voir un mode de fusion. Un mode de fusion, un mode de dessin. Donc, éventuellement, je vais essayer le mode luminosité, si ça peut être bien. Ouais, pas si génial que ça.
Alors, je vous rappelle que pour passer d'un mode de fusion à l'autre, oui, sur le PC, vous avez les flèches haut et bas. Vous avez les flèches haut et bas. Sur le Mac, je suis obligé dans la palette des outils, de ne pas avoir un outil qui lui-même a un mode de fusion. Donc, pas de pinceau, parce que pinceau, il y a un mode de fusion là-dessus. Pas tampon, parce qu'il y a un mode de fusion. Mais l'outil de déplacement, ça va. Il n'y a pas de mode de fusion dans l'outil de déplacement. Donc, je vais pouvoir utiliser les raccourcis clavier pour passer d'un mode de dessin ici à l'autre. Le raccourci ne va pas jouer sur l'outil, il va jouer sur la palette des calques. Sur Mac, on ne sait pas faire ça avec les flèches. Non, il faut faire majuscule plus et moins. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Majuscule plus et moins. Et il faut absolument ne pas avoir d'outils avec des modes de fusion activés dans la palette des outils. Ok, donc mode de fusion, apparemment ici, il n'y a rien de génial. Donc je vais revenir en mode normal. C'était juste un petit test pour voir si déjà on obtenait quelque chose de valable en superposant le loup non recouvrant, donc en mélangeant les pixels du loup avec ceux du ciel derrière. Mais peut-être que chez vous ça donne bien, vous avez peut-être pris d'autres images, hein, peut-être que ça va donner un truc super chouette, ça dépend vraiment des images. Ok, alors on va agrandir le chien ici. Alors une bonne chose à faire, ce serait de convertir le calque en objet dynamique. Alors si vous avez amené l'image par fichier importé, c'est d'office un objet dynamique. Vous avez d'office la petite icône en bas à droite qui indique que c'est un objet dynamique. Mais ici ce n'est pas un objet dynamique, c'est un calque tout à fait traditionnel dans Photoshop. Et je vais faire ici à la droite du nom un clic droit, convertir en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Ça ne change rien du tout actuellement à l'image. Ce que ça change, c'est que maintenant, j'ai rendu insensible le calque au dimensionnement successif. C'est-à-dire que si je ne fais pas ça et je commence à redimensionner plusieurs fois de suite, ça dégrade l'image. Alors là, non, il n'y a aucun problème. Je peux même faire des choses assez bizarres, le faire tout petit et puis le réagrandir. Vous allez voir que ça ne pose aucun problème. On va faire le test. Vous avez l'icône d'objet dynamique qui est là. Si vous n'êtes pas habitué à Photoshop, il faut que je vous dise absolument que les objets dynamiques, Photoshop va vous proposer de sortir de là parfois. Par exemple, si vous prenez le pinceau et que vous cliquez sur un calque qui est un objet dynamique, Photoshop va vous proposer de le pixeliser, c'est-à-dire de ne plus faire en sorte que le calque soit dynamique. Il faut absolument refuser ça. Si vous voulez dessiner au pinceau sur le chien, sur le loup, vous allez devoir plutôt créer un nouveau calque vide et dessiner sur ce nouveau calque vide. Mais bon, ici, je ne le fais pas. Mais je vous dis simplement que voilà, les objets dynamiques, on ne peut pas directement utiliser des outils modificateurs de pixels sur eux, c'est-à-dire notamment le pinceau, le tampon, des choses comme ça ne marchera pas. Et Photoshop vous propose alors donc de pixeliser. Voilà, par exemple, j'ai essayé d'utiliser le tampon. Même chose parce que ça modifie les pixels et l'objet dynamique contient les pixels. C'est ce qu'on appelle un calque conteneur. Et on ne comme hier, on prend tous les calques, il va dire ça quand même. Oui, oui, ça n'a pas d'influence. Cette fonction-là n'a pas d'influence. Donc, on ne peut pas modifier les pixels directement comme ça sur l'objet dynamique. Photoshop propose de pixeliser et ne le faites pas parce qu'il y a d'autres solutions. Il faut absolument garder les choses dynamiques, modifiables. Donc tu me dis que quand tu sélectionnes un calque, tu as d'office le cadre qui permet de le réduire directement. C'est parce que dans l'outil de déplacement ici, tu as les options ici de transformation qui sont cochées. Voilà, c'est ça. Et donc, quand tu as un calque activé avec l'outil de déplacement activé également dans la palette des outils, tu vois d'office les options de transformation comme si tu étais en permanence en transformation manuelle. Bon, ici je ne vais pas le cocher parce qu'il n'est pas coché d'office. Ah oui, c'est vrai que tu n'as pas remis à zéro Photoshop. Non, ici tu ne l'avais pas et chez toi tu l'as. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Ça, donc, et puis chez moi je suis sur Mac aussi. Eh oui, il faut s'adapter. Ok, donc voilà, ça c'était pour répondre à ta question. C'est vrai qu'on peut avoir les transformations, les poignées de transformation en permanence grâce à cette petite option, mais on ne va pas le faire ici. Et voilà, donc si ça ne va pas, vous m'arrêtez à un certain moment. Hein. Donc on travaille sur le calque du chien qui est un objet dynamique, du loup, excusez-moi, mais c'est la même chose. Édition, transformation manuelle. Édition, transformation manuelle, je vais prendre une poignée du coin et touche majuscule
Poignée du coin, touche majuscule, et je vais le faire tout petit comme ça, et je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule. Donc on peut agrandir aussi, si on préfère que ça grandisse. Oui, mais là, je vais réduire. Et je valide avec la touche entrée. Oui, mais moi je peux agrandir ici. Ah ouais, Parce que je voudrais vous démontrer quelque chose. Et je zoome sur le brawl. Eh ouais. Et la chose, the thing. Voilà, le canidé. Eh bien, il est complètement pixelisé. Mais il n'y a aucun problème parce que je travaille sur un objet dynamique, c'est-à-dire que les pixels originaux de l'image sont en permanence dessus. Ça veut dire que si maintenant il me prend l'envie de réagrandir, édition, transformation manuelle ou CTRL-T sur le PC, toujours touche majuscule en prenant une poignée du coin, eh bien les détails réapparaissent. Eh bien si vous essayez de faire ça sur un calque qui n'est pas un objet dynamique, quand vous allez réagrandir, ça va être complètement flou et foireux. Donc sachez-le, un objet dynamique c'est un calque conteneur et c'est un des intérêts, c'est un intérêt des objets dynamiques, c'est de pouvoir conserver tous les pixels originaux. C'est un peu comme s'il était vectorisé, non ? Donc ce qui se passe, c'est que le loup apparaît pixelisé quand il est petit parce qu'il dépend quand même, l'affichage dépend quand même du nombre de pixels qu'il y a dans l'image globale de la montagne. Hein. 3800 sur 2500. Hein. Je suis allé dans image, taille de l'image. Donc voilà. Mais voilà, ça c'est... C'est pour ça qu'il apparaît pixelisé. Il y a quand même une limite aux dimensions en pixels de l'image qui contient le chien, le loup. Mais si j'agrandis, voilà. Alors, bonne astuce, on peut zoomer en arrière et agrandir assez fort. Voilà, on va essayer de faire un truc comme ça. Et je valide. Donc, il ne faut pas hésiter à zoomer en arrière. Est-ce que ça marche ? Donc, vous pouvez retourner plusieurs fois en transformation manuelle et l'agrandir, le déplacer. On pourrait même le tourner, mais on ne va pas le faire ici. Voilà. Et ne pas oublier de valider la transformation manuelle, sinon on ne sait rien faire d'autre. Et c'est là qu'on va faire une fusion d'images rapide, puisque c'est le but. Hein. Évidemment, ici, ça prend du temps l'explication, mais s'il fallait faire ça dans la vraie vie, en 2 minutes, c'est fait. Parce que là, on n'est pas dans la vraie vie. Non, là, on n'est pas dans la vraie vie, nous sommes virtuellement. Mais enlève ton casque et tu verras. Enlève ton Oculus Rift et tu verras bien qu'on n'est pas dans la vraie vie quand même. De réalité virtuelle, bon, Ça s'appelle comment ? Un Oculus Rift. Oculus, hein. Ouais, j'appelais ça un casque virtuel de... Oui, un casque de réalité virtuelle, voilà. Oculus, ça sort. Oui. Là, depuis qu'ils ont sorti ça, ça décolle la réalité virtuelle. C'est pas tout nouveau. Oui, mais là, c'est révolutionnaire. Ça décolle vraiment, ça prend. Ça marche bien. Non, ça marche. C'est comme les imprimantes 3D qui existent depuis plus de 30 ans et ça décolle tout d'un coup. On est mûr. Ok, bon, ben on s'éloigne du sujet. Hein. Allez, Voilà. vous exagérez quand même. Bon, alors, sur le calque qui est activé ici, on va ajouter un masque de fusion. Donc, bon, il y a 36 manières de le faire. On peut le faire par le bas ici, on peut le faire par le menu. Calque. Moi, j'aime bien les menus parce que quand on est débutant dans Photoshop, on voit les noms visuellement, c'est intéressant, je trouve. Menu calque, masque de fusion. Alors, on a le choix entre tout faire apparaître et tout masquer. Ça veut dire est-ce qu'on met un masque de fusion qui est totalement blanc, puisque le blanc dans le masque de fusion, c'est ce qui fait apparaître, ou est-ce qu'il va être totalement noir au départ? Est-ce qu'il va tout masquer? Bon, alors on va choisir un masque de fusion qui fait tout apparaître éventuellement. Donc, menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Petite astuce pour ceux qui aiment bien utiliser l'icône ici pour ajouter un masque de fusion. Si vous enfoncez la touche Alt, vous allez pouvoir ajouter un masque de fusion. Allez, je vais le faire ici. Un masque de fusion qui masque tout d'office. C'est avec la touche Alt. Sinon, si j'enfonce pas la touche Alt, c'est un masque de fusion qui fait tout apparaître. Ok. Et de toute façon, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'il fait tout apparaître ou est-ce qu'il masque tout au départ, puisque de toute façon, je vais le remplir avec un dégradé. Et le dégradé est recouvrant, il va remplir tout le masque. Donc, Oui, si on met un dégradé noir et blanc, au final, peu importe que le masque de fusion Oui. soit... au départ, peu importe. Alors, ce qui est important, c'est que ce soit le masque de fusion qui soit encadré. C'est sur lui que je travaille. C'est pas sur la partie gauche. Et j'active l'outil dégradé. Voilà, j'active l'outil dégradé. Et
bah, on peut choisir un dégradé, pour commencer, un dégradé comme celui qu'on avait choisi hier, donc le dégradé linéaire. Et au niveau des couleurs, ben, ça n'a aucune importance les couleurs ici, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt d'en avoir. On va plutôt choisir un dégradé du noir au blanc. Donc, dans la palette dégradée à laquelle on a accès par ici, la petite flèche qui pointe vers le bas, vous allez choisir un dégradé du noir au blanc. Si vous choisissez un dégradé en couleur, il va tenir compte que des niveaux de gris là, et ça va faire un truc bizarre. Et alors on trace sur l'image, et ça ne marche pas parce que je suis en mode incrustation ici. Oui, avec l'habitude, vous allez repérer assez rapidement les problèmes dans Photoshop. Hein. C'est souvent les mêmes. Donc le dégradé étant chez moi en mode incrustation, quand je le traçais dans le masque de fusion, il n'apparaissait pas. Et donc je le mets en mode normal, opacité 100%, et je trace, et voilà. Et là, j'arrive à faire une fusion d'images. Donc c'est ce que je vous disais, hein, vous avez un flyer, une affiche à faire rapidement, vous avez un tout petit budget, le client n'a pas beaucoup à vous donner. Vous pouvez lui faire un truc sympa en mélangeant rapidement comme ça 2 images. Alors, je réponds à ta question. Tu as fait un dégradé comme ceci sur le côté comme ça, et tu voudrais avoir le même effet de l'autre côté. Le problème, c'est que si tu le fais de l'autre côté, ça enlève celui de gauche. C'est ça, mais comme disait oui. Mélissa, il suffit de changer de type de dégradé. Oui, il y a par exemple ceci. Mais on va voir juste après ça. Mais par contre, tu pourrais faire ceci. À la place d'appliquer en mode normal, tu pourrais appliquer en mode obscurcir. Puisque qu'est-ce que tu as fait la première fois? Tu as amené du noir sur la gauche. C'est ce qui a fait en sorte que ça devient transparent sur la gauche. Si tu changes le mode d'application du dégradé en mode obscurcir, ça veut dire que le dégradé va se mettre uniquement là où il arrive à assombrir. Obscurcir, voyons un peu ça. Oui, c'est ça, oui, obscurcir. Voilà, donc le dégradé en fait se met sur toute l'image, mais il n'arrive pas à enlever ce qui est à gauche parce qu'il n'arrive pas à obscurcir ce qui est noir. Hein? On est d'accord, si je fais le dégradé dans ce sens-là, j'ai du noir ici à droite, puis ça va vers le blanc. Le blanc, le blanc, le blanc. Le blanc n'arrive pas à obscurcir ceci, ça ne fait pas disparaître le dégradé de gauche. Et on peut le faire encore ici au-dessus et en dessous si tu veux, voilà. Mais évidemment, à ce point-là, on aurait pu dessiner au pinceau, ça revient au même, hein, parce que là, le dégradé, on ne voit vraiment plus. Au gros pinceau flou, on obtiendrait quasiment la même chose. Hein. Bon, je reviens un peu en arrière, voilà. Je reviens carrément beaucoup en arrière. Comment vous faites ça? Alors là, c'est CTRL-ALT-Z et pour aller plusieurs fois en arrière. Hein. Ah, voilà, parce que j'allais dire, on fait CTRL-Z, ça marche qu'une fois. Oui, dans Photoshop, c'est typique. CTRL-Z, c'est une bascule. Ça annule, ça rétablit, ça annule, ça rétablit. Alors avec le Alt, c'est... Oui, CTRL-ALT-Z pour aller plusieurs fois en arrière et CTRL majuscule Z pour aller plusieurs fois en avant. Hein, pour revenir en avant. Et agrandir et diminuer, Bien, donc ce que je vais essayer ici, c'est un dégradé réfléchi, c'est-à-dire c'est la 4e manière d'appliquer les dégradés. Vous voyez, on a utilisé la première manière, linéaire. On va essayer peut-être un dégradé réfléchi comme ceci. Et là, je vais tracer sur l'image comme ceci, voilà. Ah oui, il faut que je me remette en mode normal, sinon les dégradés précédents restent. Donc je repasse en mode d'application normale, je suis en dégradé réfléchi et je trace. Et voilà, et ça met un dégradé, comme vous voyez, hein, c'est du noir au centre et du blanc au-dessus et en dessous. C'est pas du tout ce que je voulais l'inverse. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, une solution, c'est de cocher la case inversée. Voilà, et puis je retrace. Voilà. Donc si tu as un message qui te dit que tu ne peux pas modifier directement l'objet dynamique, c'est que tu n'es plus en train de travailler sur le masque de fusion, tu es en train de travailler sur l'objet dynamique. Et en effet, voilà. Donc il faut que le masque de fusion soit encadré. Ah, il faut indiquer sur quelle partie du calque on travaille. Voilà. Ok, et donc vous voyez, avec la touche majuscule, je peux même caler le dégradé. Hein, si j'enfonce la touche majuscule pendant que je le trace, je peux le caler comme ça. Et je le trace plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit bon. Et ça fait un petit effet cinéma comme ça, typique. Ça peut être sympa. Ok, et on peut déplacer le tout après si on veut. Avec l'outil de déplacement, vu qu'on a la chaîne entre le masque de fusion et l'objet dynamique, quand je déplace l'un ou l'autre,
C'est les deux qui se déplacent, ça, parce que la chaîne est là. La chaîne, on verra que c'est intéressant de l'enlever si on met des textures sur un objet. Ok, ok. Donc pour répondre à ta question, si tu veux changer le mode de fusion seulement sur une partie de l'image, non, ça c'est pas possible. Il faudra dupliquer le calque et faire apparaître... Il faut séparer les éléments. Il faudra séparer par exemple le décor et le chien, c'est ça, et le loup, et c'est peut-être à ça que tu penses, le décor du loup. Moi, c'est pas du tout le même genre d'élément, mais il y a un truc qui apparaît dans mon image et que je n'arrive pas... Quand je l'efface, j'efface trop de choses, et quand je la laisse apparaître... Mais j'ai compris, ça va, d'accord. Ok. Et donc, vous êtes arrivé jusque-là sans problème. Hein? Vous avez quelque chose d'assez similaire quand même. Bon. Ça, c'est déjà pas mal. Bon, ben cette image-là, je vais toujours l'enregistrer comme ça. Je vous refile à la fin toutes les images que je produis. Hein? Comme ça, vous aurez également une vue d'ensemble, un petit aide-mémoire de ce qu'on a vu. Bon, bien entendu, ici, ce qui serait bien, c'est que le vert dans l'image ici disparaisse. Vous n'avez pas tous la même image, donc vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais faire ici, mais je vous montre comment procéder. Je vais ajouter un calque de réglage qui ne va agir que sur le loup. Calque, nouveau calque de réglage, et je sens bien dans ce cas-ci un calque de réglage de type teinte saturation. Et en fait, évidemment, c'est la même chose que ce qu'on a à cet endroit-ci, dans le bas de la palette des calques. Hein, ajouter des calques de réglage. Donc moi, j'y suis allé par un menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Et alors ici, on a une option qui est pour faire en sorte que le réglage n'agisse que sur le calque qui est juste en dessous. Bon, je vais oublier expressément de la cocher. OK. Donc ça veut dire que si je modifie ici le réglage qui vient de s'ajouter, ça agit sur toute l'image d'en dessous. Par exemple, si je modifie la teinte, on voit que la montagne change de couleur, tout change de couleur en fait. Hein. Ok. Bon, c'est pas bon évidemment. Et donc je dois faire en sorte que, en effet, le calque ici n'agisse que sur le loup. Et pour ça, écoutez, déjà faites ça, ajoutez un calque de réglage, parce que même si vous n'avez pas exactement la même image que moi, vous allez réussir à faire ça. En effet, au moment où vous créez le calque, vous n'avez pas besoin de le renommer parce que nous avons ici très peu de calques en fait. Hein. C'est quand on a beaucoup de calques qu'on va commencer à renommer. Bien, alors je vous dis tout de suite, teinte saturation, oui c'est parfois utile, mais le calque de réglage le plus sérieux que vous allez utiliser le plus souvent, c'est le calque de réglage de type courbe. Vraiment qui sert à modifier la luminosité, le contraste et la couleur. C'est un des plus sérieux. Mais teinte saturation peut servir aussi quand on veut notamment modifier une seule des couleurs. Et c'est ce que je veux faire ici, puisque je voulais modifier la couleur qui est verte, qui est derrière le chien dans ce cas-ci. Et ce n'est pas encore fait, hein, on va le faire maintenant. En tout cas, voilà, vous avez ajouté un calque de réglage. Et on va enfoncer la touche Alt. Alors ça, c'est pas si évident que ça. Parce que là, je suis en train d'enfoncer la touche Alt. Mais si je déplace le calque ici, je fais une copie. C'est pas bon, j'annule. En fait, il faut que j'enfonce la touche Alt. Et sans enfoncer le bouton à souris, je dois déplacer entre les deux vignettes. Et quand je vois cette icône spéciale qui apparaît, je clique. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas enfoncer la touche Alt et déplacer le calque. Il faut enfoncer la touche Alt et cliquer entre les deux vignettes. Et là, ça fait quoi? Ça fait en sorte que le réglage n'agisse que sur le calque qui est en dessous, en fait. D'accord? Donc là, on voit que le décor ne subit pas. Donc, ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on appelle de l'écrêtage de calque. C'est pour que ça n'agisse que sur le calque qui est juste en dessous. Pas sur le masque de fusion ou quoi? Ça agit sur le calque, ça agit sur les pixels du calque qui apparaissent. Ouais, okay. Voilà. Oui, ça n'agit pas sur le masque de fusion en effet.
Si je voulais agir sur le masque de fusion avec un réglage, je devrais y aller par image réglage, modifier directement les pixels. Tandis qu'ici, on ne modifie pas directement les pixels, c'est un calque de réglage. Il peut être désactivé, il peut être modifié tant qu'on veut. Voilà, et donc qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Ben, écoutez, je vais remettre les valeurs moi à 0, mais sinon vous, en fonction de votre image, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, ici j'ai enfoncé la touche tabulation pour passer d'un cartouche à l'autre dans le réglage. Donc on utilise le panneau propriété qui est apparu. Si jamais il disparaît, vous allez devoir double-cliquer à cet endroit-ci pour le faire réapparaître. Si vous avez une icône différente de moi, c'est pas grave, ça dépend de la taille des vignettes, ça dépend du système d'exploitation. Mais en tout cas, c'est à cet endroit-là, sur le calque de réglage, qu'on double-clique pour faire réapparaître le panneau propriété. Et donc, en fonction du type de réglage, vous aurez des réglages différents dans le panneau propriété. Et qu'est-ce que je voulais faire? Ben oui, il y a un truc qui me gêne ici, c'est l'herbe verte de la bestiole qui fait un truc bizarre dans mon décor ici. Donc, je vais indiquer que je vais modifier. Je vous rappelle que juste avant, j'ai remis tout à 0. J'indique que je vais modifier ce qui est vert. Donc, à la place de global, je vais modifier les verts. On voit ici que sur la roue chromatique, il y a des indicateurs qui apparaissent. Entre les deux indicateurs ici, ça va modifier complètement. Entre l'indicateur ici et celui-là, c'est une transition dans la modification. Juste à gauche de celui-là, rien n'est modifié. À droite, ça commence à être modifié de plus en plus on s'approche d'ici. Même principe ici. À droite ici, c'est complètement modifié, mais de moins en moins jusque-là. Et puis, plus du tout là. Donc, en fait, voilà, c'est une correction. C'est toujours teinte saturation, mais sauf que j'ai indiqué que je modifie que les verts. Donc, je cible une partie des couleurs qui vont subir la teinte saturation que je vais faire. Et qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux éventuellement désaturer. Et peut-être modifier la couleur aussi. Il va y avoir besoin, dans mon cas, d'élargir la zone des verts. Parce que j'arrive à désaturer ou à saturer, vous voyez d'ailleurs. Mais il reste encore des verts. Même si je désature à moins 100, il reste encore des taches vertes. Donc je ne sais pas désaturer à moins de moins 100. Ce que je peux faire, c'est élargir la zone pour qu'il y ait plus de couleurs vertes qui soient prises en compte. Et donc ça se bouge, ces petits indicateurs. Voilà, je vais les bouger. Ok, ça marche. Vous voyez? Voilà, j'ai élargi la zone sur laquelle j'ai agi.